Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en direct de Jérusalem, en partenariat avec le cabinet comptable Dre Dre, on démarre une nouvelle série de podcasts sur la bénédiction de la réussite. Et aujourd'hui, je reçois José, un homme d'affaires exceptionnel. José, bonjour. Bonjour. Ça va? Pas trop? Oui, tout va bien, Tout sans va bien. problème. On attend les questions. On attend les questions. José, c'est une personne, pour faire vite, on va développer après, qui a mis 14 sociétés en bourse et qui aujourd'hui gère une société qui a plus de 200 salariés. C'est bien Oui, ça? c'est exact. Alors, vous vivez à Jérusalem. Oui, Qu'est-ce qui, absolument. qu'est-ce qui a motivé votre expatriation donc de France? Vous êtes né en France, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est que je suis né en Tunisie. J'ai vécu en Tunisie pendant 13 ans, puis 35 ans en France. Et puis Vous j'avais avez quitté besoin, la Tunisie quand vous aviez 13 ans, c'est ça? 13 ans, oui. Ok. J'ai donc vécu 35 ans en France et j'avais besoin de voir la troisième part de ma personnalité en Israël, à Jérusalem, pour faire le trait d'union entre ces trois cultures qui me sont chères les trois. Euh, la Tunisie, c'est mon berceau, c'est mon lieu de naissance, mais aussi l'essentiel de ma base culturelle. Euh, la France, c'est tout ce que j'ai appris au niveau de la beauté des choses, de la révolution, la révolte, euh, La culture française. parfois comment être mécontent de tout, mais aussi faire bousculer les choses pour qu'elles arrivent. Et la troisième partie, je viens de la découvrir en réalité avec l'arrivée de mes petits-enfants en Israël qui viennent de naître Ah, très bien, Mazal Tov. et donc qui sont nés depuis le plus ancien, la plus ancienne, elle a 14 ans. Euh, cette nouvelle étape me fait prendre conscience qu'elle inclut les deux premières étapes. Je suis, pour tout dire, je viens de terminer un petit livre pour raconter mon parcours. Il faut que tu nous en parles. Ce livre s'appelle Nostalgie de ma terre natale, de ma terre promise. Nostalgie de ma terre Il est promise. publié? Il est, En non, il est cours de en publication. cours de correction D'accord. auprès d'une personne. Ce livre a pour objet de raconter d'abord à mes enfants et à mes petits-enfants quelques anecdotes, évidemment, le parcours de ma famille, qui est assez original, et de raconter chaque chose importante que m'ont apporté chacun des pays. Je ne dis pas qu'il y en a un plus important que l'autre, je dis juste qu'aujourd'hui, le seul pays où je peux vivre de manière sereine euh, et dans laquelle je me sens amplement euh, heureux, c'est Accompli. accompli, c'est Israël, c'est Jérusalem. Encore plus que Israël en général, cette ville qui est la ville centrale du monde, qui a fait l'objet de tellement de convoitises, c'est aujourd'hui cette ville que j'ai choisie euh, pour lieu de résidence permanente et qui me comble tous les jours euh, parce que Je pense que Jérusalem découvre, vous a aussi choisi. je découvre des choses magnifiques tous les jours euh, que je pourrais raconter, qui sont toutes simples. Alors, moi, je voudrais juste intervenir dans le podcast avant Oui, qu'on bien sûr. continue. Moi, j'ai décidé de vous inviter. D'abord, merci d'être venu. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais merci d'être venu, vraiment. On s'est rencontrés il y a quelques semaines. Et mon domaine de prédilection professionnelle, c'est l'automatisation des tâches, la segmentation des tâches, la standardisation et ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire la mise à l'échelle. Et bien sûr, donc l'informatique joue un rôle essentiel là-dedans, et notamment l'intelligence artificielle. Et dans notre entretien, j'ai mis l'accent sur un point en disant, bah, voilà, vous avez une société de 200 salariés, c'est lourd à gérer. Quand on est chef d'entreprise, 200 salariés à manager, c'est pas évident. Euh, et j'ai dit, bah, il y a des tâches qui peuvent être en fait, enfin des délais ou des tâches qui peuvent être raccourcis. Et donc, la problématique de chaque chef d'entreprise, c'est d'avoir une masse salariale, d'augmenter sa rentabilité, mais d'avoir une masse salariale moins importante. Et là-dessus, votre réponse, c'est rare, honnêtement. Vous m'avez dit,
je le sais, Lionel, je suis au courant, mais, on est déjà venu me voir pour ça, mais je ne me vois pas mettre un chef de famille au chômage. Et j'avais rencontré quelqu'un il y a très longtemps, quelqu'un qui doit nous avoir quittés, qui avait une entreprise, lui, en France, de 800 salariés. Il était dans l'industrie, c'était un industriel, il travaillait dans le domaine de la mode, très haut de gamme. Il avait 800 salariés, en fait, il faisait vivre une ville. Mhm. Et tous les conseillers, tous les cabinets de conseil qu'il avait autour de lui, donc il pesait quelques milliards, le monsieur. J'avais été chez lui un dimanche, formidable, le bonhomme d'une simplicité incroyable. Et comme vous, en fait, parce que José a un tout petit bureau, rien de... tout petit bureau, vraiment. Euh, et ce monsieur, tous les cabinets de conseil connus sur la place hein, lui disaient, mais outsourcer, sous-traiter avec la Chine. Et lui m'avait dit, Lionel, je ne peux pas faire ça, c'était il y a au moins 25 ans. Hein. Lionel, je ne peux pas faire ça, parce que sinon, c'est 800 salariés qui vont se retrouver à la porte, et c'est une ville complète qui va mourir. Et j'ai retrouvé la même chose chez vous, dans votre regard. Et ça m'a beaucoup plu. C'est ce qu'on appelle en hébreu Yirat Shamaim, Yiras Shamaim, Shumim en yiddish et en français la crainte du ciel. Ça, j'ai trouvé ça très fort. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous inviter et je vais vous laisser à nouveau parler. Bon, alors, en fait, je crois que c'est trop d'honneur à me faire sur ce sujet. Je pense que l'essentiel, c'est que quand on se regarde le matin devant la glace, si on est capable, pour faire de l'optimisation de profit, de licencier une personne avec une famille entière, euh, sans aucune raison autre une raison économique. Mais José, vous comprenez que c'est quand même ce qu'on nous apprend dans les écoles de commerce ou dans Oui. les... C'est exactement ce qu'on nous apprend. Hein. Alors, c'est ce qu'on nous apprend. La bourse, Sauf par que, exemple, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de parler, mais la bourse, oui, quand on licencie du monde, quand une société cotée, on va venir à la bourse après, quand licencie il du licencie monde, du monde, son l'action cours va performe. monter. Alors Évidemment. qu'en fait, quand elle licencie du monde, la logique, c'est de dire, bah, si tu licencies du monde, c'est que ça va pas super bien. C'est que tu vends pas assez ou tu as un problème quelque part. Ouais. Bah, dans la production, il se passe quelque chose. Mais quand on licencie, même les GAFAM, hein, quand ils licencient, on l'a vu dernièrement, hein, bah, tout se passe très bien pour les actionnaires. Alors, euh, c'est bizarrement, moi j'en reviens complètement de cette idée-là de surperformance, parce que la vraie performance, c'est l'engagement des gens, la motivation pour faire plaisir, pour être bien dans son métier. Et les gens qui sentent à l'intérieur de l'entreprise qu'il y a une vraie solidarité, un vrai respect mutuel, parce que mon employé n'est pas mon employé, il est un des acteurs de l'entreprise. J'ai jamais dit à quelqu'un, quelqu'un vient dire à son enfant, voilà mon patron. Je dis attention, non, non, je ne suis pas le patron, nous travaillons ensemble. Chacun a son poste. Je respecte chaque personne en tant qu'individu. Et ces personnes-là, en fait, ressentent qu'elles font partie d'un groupe et pas d'une hiérarchie avec un presse-citron en haut de la hiérarchie. Au bout du compte, c'est vertueux parce que tout le monde a envie de vraiment participer à l'économie du projet et réellement, on arrive aussi à une chose qui, dans ce C'est la type vraie inclusion, quoi. oui, dans ce type d'entreprise, on a un turnover chez nous qui doit être de 2 ou 3% maximum, ce qui est complètement C'est ridicule. révolutionnaire dans une activité de service. Euh, Ça me convient parfaitement parce que il y a la mémoire de l'entreprise qui est là, qui reste, parce que, en fait, chaque fois que vous voyez que les gens ont le sourire, vous savez que vous avez gagné, pas seulement au niveau humain, mais au niveau économique, les clients, les familles avec lesquelles on peut travailler, les clients qui viennent nous voir, etc. Tous les gens qui sont en contact avec nous savent que euh, ça se passe bien chez nous et donc chez eux, ils vont avoir un service à la hauteur d'un engagement très profond.
Alors là, on est en train Voilà. de faire un podcast exceptionnel parce que c'est effectivement quelque chose qui se dit pas dans. Enfin, c'est pas courant. Et d'ailleurs, juste j'interviens encore une fois. La preuve. J'ai été chercher José à son bureau et on est venu au studio de podcast. Et sur le chemin, il y a quoi? Il y a 300 mètres, 400 mètres, je ne sais pas. Sur le chemin, il a croisé une de ses employées, une de ses collaboratrices, qui était heureuse, parce que quand on gère une boîte de 200 personnes, ben, on ne voit pas tous les gens tous les jours. Elle était heureuse de le voir. Elle l'a manifesté, bruyamment d'ailleurs, j'ai trouvé. C'était amusant, quoi. Et donc elle mentait pas, c'était Ouais. sincère. Voilà. Une autre expérience, moi, j'ai vu trouver ça sur votre site web, hein. Mm. On n'en a jamais parlé tous les deux. Je cite: Mon expérience personnelle a également joué un rôle dans ma sensibilité particulière envers des personnes vulnérables. La cause éthiopienne a occupé une place importante dans ma vie. J'ai mis en place des systèmes de cours de rattrapage scolaire pour des enfants très pauvres originaires de ce pays. Puis je me suis engagé dans un groupe de secouristes, je ne sais pas de qui vous parlez, j'ai une idée, de haut niveau, dont la vocation est d'intervenir sur les lieux des catastrophes naturelles, tsunamis, tremblements de terre, cyclones. Nos actions permettaient de sauver des personnes en danger imminent. Bon. José, c'est pas courant Bon. que. Voilà, c'est pas courant. Vous avez mis 14 sociétés en bourse, vous gérez une boîte de 200 personnes et vous trouvez le temps nécessaire pour vous occuper de vous, de votre famille, Bon. de la cause éthiopienne. C'est exceptionnel. Alors, l'origine de tout ça, elle vient pas de moi, elle vient mes grands-parents, de mon père, de ma mère aussi. C'est purement familial. On a appris que Donner. la vie, C'est ça. c'est pas juste d'encaisser, de prendre. Effectivement, c'est Donner. de donner dans certaines directions, parfois toutes, mais on n'a pas les possibilités, les moyens, etc. Donc on doit faire des choix. Pour moi, la, la fragilité, le malheur, euh, il faut s'en occuper le plus qu'on peut. On a du temps de libre. C'est pas vrai quand on dit qu'on est tellement débordé qu'on ne peut pas s'occuper des choses autres que le travail. J'y crois pas. Moi, ça fait pas partie, en tout cas, de ma culture, de ne pas savoir au moins déléguer pour avoir du temps. Là, et vous avez trouvé le temps de venir ici, quoi, de venir Voilà. à nos studios, par Donc, exemple. par exemple. Et on a passé un peu de temps avant de commencer ce podcast, d'ailleurs, à débriefer sur pas mal de sujets. Euh, pour moi, l'essentiel de la vie, c'est pas juste d'avoir un métier, quel qu'il soit, chef d'entreprise ou médecin ou ingénieur, mais c'est simplement d'accompagner des gens euh, dans toutes les directions, que ce soit au plan professionnel, mais aussi au plan social. J'ai eu l'occasion pendant quelques années d'être président de la commission sociale du consistoire de Paris, avec, je dirais, les premiers jours où je recevais des lettres, euh, j'avais les larmes. Euh, J'étais déjà en contact avec ce genre de sujet avec d'autres associations, mais ça m'a fait prendre conscience qu'on ne peut pas être indifférent à la misère humaine. Aujourd'hui, vous voyez par exemple en Israël, pourquoi je parle d'Éthiopiens ou bien de gens très dans des situations misérables, terribles, euh, qui ont besoin de soutien scolaire, parce que on sait que si on laisse faire, ces gamins-là ne seront jamais des ingénieurs ou des médecins. Donc l'éducation. Donc on les oriente directement à faire des métiers de second niveau, de reproduire ce qu'on appelle la reproduction sociale, donc de reproduire le schéma des parents qui sont main-d'œuvre ou femmes de ménage, et leur donner l'occasion de se hisser, de faire des études d'un meilleur niveau, c'est leur ouvrir la porte à quelque chose de plus, je dirais, heureux, de construire une famille avec des moyens supérieurs. L'éducation, pour moi, c'est le centre du sujet. Après, effectivement, des associations comme Sauveteurs sans frontières, qui est cette association qui, avec plusieurs centaines de bénévoles, envoie régulièrement des équipes dans tous les pays où il y a une catastrophe humanitaire, souvent d'ailleurs des pays arabes, qui parfois refusent leur aide ou parfois acceptent leur aide
selon. Mais en tout cas, foncièrement, j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait des rencontres avec Bien des sûr. Palestiniens pour essayer d'aider à, Bien sûr, bien à évidemment. Ouais. secourir des gens sur les routes en cas d'accident mortel, etc. Oui, je dis toujours, il y Donc a ce que les médias montrent et il y a la voilà, réalité, évidemment. on est dans un pays où il y a aussi des ouvertures formidables. Bien sûr. Voilà. Et magnifique. Et on revient sur la gestion d'entreprise et je voudrais que vous nous parliez aussi des introductions en bourse. Parce que Ah, oula. et comment vous conciliez les exigences économiques d'une entreprise, parce que l'entreprise doit dégager des profits, il n'y a rien Ouais. à faire, c'est comme ça que ça fonctionne, avec des principes comme ceux que vous venez d'indiquer, qui sont en français, si je traduis, par la générosité du don gratuit, tout en conservant la rentabilité. Alors, Par exemple, en France, je donne un exemple. En France, oui. il y a deux choses qui m'ont frappé en Israël dans les entreprises. Enfin, il y a d'autres choses, mais ça m'a toujours frappé. Ça concerne les femmes. En France, une femme ne peut pas amener ses gosses au bureau. Ça se fait pas. Moi, j'ai travaillé en France des années, j'ai jamais vu ça. En Israël, les femmes, elles s'amènent avec les gosses, des fois des tout petits, Ouais. ça piaille, ça fait du bruit dans le bureau, personne ne dit rien. Personne ne dit rien, et au contraire. Au contraire, donc ça s'arrête un peu de travailler, machin, mais il y a une ambiance Ouais. exceptionnelle. La deuxième chose que j'ai vue, c'est en France, bon, ma femme en a souffert de ça, après le retour au travail, le congé maternité, une femme dans une entreprise structurée, ça devient une cible. Mm. Parce que concrètement, les RH considèrent, et mesdames, si vous écoutez aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast, d'après les stats de Google, enfin de YouTube, mais mesdames, si vous écoutez ce podcast, je vous en prie, participez, commentez. Une femme, quand elle revient dans une entreprise, si elle a un poste, on va dire, ça devient une cible parce que les RH considèrent, donc les relations humaines, considèrent, le légal donc, considèrent qu'une femme qui vient d'avoir un bébé, elle est plus opérationnelle. Et en gros, sa priorité, c'est plus l'entreprise, c'est le bébé, c'est l'enfant qui vient de naître. Et ça me paraît normal. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont au RH, ils ont eu exactement les mêmes soucis. Enfin, leur maman a eu exactement les mêmes soucis. Pourtant, les RH sont durs. Et en gros, on veut que la personne, la maman, démissionne le plus tôt possible. Et on ne lui fait pas de cadeau. Moi, j'ai vécu ça, à titre personnel, familial, on va dire. On a vécu ça. Et j'ai plein d'amis IES qui ont vécu exactement le même souci. Et moi-même, je l'ai vu avant que je sois marié dans des entreprises, En Israël, pas du tout. Au contraire. Au contraire, c'est welcome. C'est-à-dire un nouveau départ et un renouveau. Voilà. Ouais. Donc, comment est-ce que vous Alors, conciliez. Voilà. comment concilier? D'abord, il faut savoir clairement pour les auditeurs que la place de l'enfant en Israël n'est pas la même que celle de l'enfant en France. Euh, L'enfant en Israël, pour vous donner un exemple concret et qui va faire bondir certains, si dans la rue, vous avez un gamin de 3 ans qui commence à pleurnicher et que vous lui donnez une fessée, on vous emmène au poste de police. Mhm. D'accord? Ça veut dire que euh, le respect de toutes les règles éthiques s'applique aussi aux tout petits. On n'est pas euh, dans un univers avec punitif et violent, quel que soit le type d'enfant que vous avez, même s'il est très excité et très nerveux et qui se traîne par terre dans la rue, personne ne va lui donner une gifle ou une fessée. La place de l'enfant, elle est centrale dans l'éducation juive, d'accord? Ouais. Parce que elle est considérée comme la suite de l'histoire. Parce que nous ne sommes pas très présents très longtemps dans ce monde. Ce qu'on doit apporter est important. Notre contribution au monde, elle ne peut pas s'arrêter à faire du bénéfice ou que ce soit. Elle doit C'est un aussi, leurre. elle doit C'est un leurre. aussi être une transmission. Mhm. Et le futur, c'est nos enfants, nos petits-enfants. C'est là où est la place de l'enfant. Quand les enfants sont dans l'entreprise, évidemment, en plein milieu de la journée, si vous avez 10 gamins qui piaillent, c'est sûr que ça peut désorganiser un peu l'entreprise. C'est rarement le cas, à moins d'avoir Mais 500. pas plus qu'une table de ping-pong au milieu des bureaux. Oui, alors la table de ping-pong, c'est encore un autre Ouais. sujet, c'est vrai. Je dis ça, c'est parce que quand on rentre dans les bureaux de José, il y a une table de ping-pong en plein milieu. En C'est la plein première chose milieu. qu'on voit. Voilà. La table de ping-pong, c'est encore un sujet sur le fait de ne pas attendre de presser les citrons
que les gens ont besoin de respiration dans leur journée. Ils ne peuvent pas être sans arrêt ou devant un ordinateur ou devant leur table de travail, etc. Ils ont besoin de temps en temps de prendre une pause, que ce soit boire un thé, un café, de discuter. Toute la partie punitive, je dirais pressage d'agrumes, peut pas convenir à une société de service, en tout cas, dans lequel il faut que tout le monde ait l'esprit un peu ouvert, avec du recul sur les choses. Donc pour moi, la table de ping-pong fait partie des quelques choses. Il peut y avoir un baby-foot, le cas échéant, ou quelque chose, un exutoire. Quand quelqu'un est post-stressé, il a passé déjà 2 heures devant un écran, il a besoin de se reposer un peu. Et là, c'est la meilleure manière de se défouler quand on tape une balle de toutes ses forces avec la raquette. Voilà. Maintenant, vous parliez du deuxième sujet, après la présence des enfants. C'était, rappelez-moi. C'est la transmission en fait aux générations futures et votre vision du travail en fait, c'est ça le. Oui, alors, clairement, le travail, c'est, encore une fois, une partie de la vie des gens, mais la vie des gens, c'est aussi de savoir qu'on est quelqu'un d'équilibré, on est un parent. Alors chez moi, pour donner un ordre d'idée, la population féminine est à peu près de 70%. Les femmes ont les mêmes salaires que les hommes, les mêmes, d'accord. Dans la mesure où tout le monde a un tarif, une rémunération, un tarif, c'est assez moche comme terme, une rémunération fixe, avec une rémunération en fonction des performances commerciales, variables, et évidemment les grilles sont strictement les mêmes pour les hommes et les femmes. Il n'y a absolument aucun ciblage, heureusement, parce qu'effectivement, moi, quand on m'annonce qu'on est enceinte, une femme m'annonce qu'elle est enceinte, elle vient me voir en premier en général, parce qu'elle sait que j'ai le sourire dès qu'elle vient de me l'annoncer, parce que c'est un bel événement. Magnifique. Et je suis au contraire la personne qui va le plus soutenir la suite des événements. Et je trouve que, parce qu'au moment où elle revient épanouie, et elle sait qu'elle sera accueillie comme toutes les autres salariés. Ça me fait penser à un enseignement qui est très particulier dans le judaïsme. Je le cite, c'est dans le traité du Talmud, qui dit « Ce qui est haïssable pour toi, ne le fais pas à ton prochain ». Et c'est là toute la Torah, le reste n'est qu'une explication. Et en fait, c'est un jeu sur la réciprocité, merci. Et les devoirs qu'on a envers soi-même et envers autrui, un peu comme une pièce qui a deux faces. Oui. Absolument. Donc, c'est une partie du Talmud, effectivement, du grand Hillel, à qui on demandait, quelqu'un qui ne connaissait pas du tout la loi juive, qui n'était pas juif, qui demandait, à votre avis, si on devait résumer la Torah en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Et Hillel a répondu, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et effectivement, cet esprit-là, c'est toujours se mettre aussi à la place des gens. C'est de l'empathie, en fait. C'est l'empathie, mais ça va encore plus loin, c'est l'autre. On ne va pas rentrer dans Lévinas, etc., mais disons de façon générale, c'est de comprendre qu'on peut changer de place avec l'autre et se dire qu'est-ce qu'on aurait fait. Je me pose toujours la question, on ne va pas rentrer trop loin dans la politique, mais j'ai toujours dit à mes enfants, quand on a des opinions politiques, essayons de nous mettre à la place de l'adversaire. Et comment on aurait fait si on était né dans une famille différente, avec une culture différente, avec un parcours différent. En sociologie, ça s'appelle c'est une partie de la théorie des jeux. Voilà. Comment on aurait fonctionné? Est-ce qu'on aurait vraiment pensé la même chose qu'aujourd'hui? Certainement pas. Ce qui veut dire, par contre, on a une base commune qui s'appelle la morale,
normalement. La Alors, conscience, ouais. si l'adversaire n'a pas de morale, c'est pas la peine de se mettre C'est à pas, sa c'est pas un place. être humain. On est dans un autre schéma de pensée. Mais si l'adversaire a des arguments sérieux, solides Mm. aussi, il faut essayer de comprendre cet adversaire. C'est très très compliqué Mm. parce qu'on a été imbibé de sa propre culture, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi l'œcuménisme, se retrouver avec d'autres gens qui ont d'autres dimensions. Toutes sont dignes d'être appréciées à leur juste valeur, et chacun apporte une pièce nouvelle à un édifice qui est le monde entier. Le monde, et qui fait avancer le monde. Bon, une de mes chansons préférées étant Imagine Oh, de John Lennon. John Lennon, qui raconte que ben, si tout le monde pouvait voilà, se donner la main d'une certaine manière. Et on va revenir un petit peu aux aspects business. Quel conseil, alors qu'il soit juif ou non, peu importe, Ouais. quel conseil est-ce que tu donnerais? Donc, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école de commerce, encore une Ouais, fois, ouais. quelle qu'elle soit. Quel conseil donnerais-tu aux entrepreneurs ou aux dirigeants qui souhaitent intégrer des valeurs éthiques fortes dans leur travail, quelle que soit leur tradition ou leur culture? Bah, c'est encore une Et fois, surtout pourquoi, hein? oui. Bah, pour les mêmes raisons, à chaque fois, je dis la priorité, c'est de respecter les gens dans leurs fonctions, de ne pas vouloir les réduire à un résultat, mais Parce que les gens, à une histoire. quand je regarde un petit peu les entreprises, enfin les grosses boîtes aujourd'hui, la plupart, j'ai l'impression de voir une feuille Excel devant moi et il y a des cellules, en fait, des cellules. D'ailleurs, le mot cellule, cells en anglais, cellule en français, c'est incroyable. On a l'impression que les gens, on les réduit dans une petite cellule. Il faut surtout pas qu'ils en sortent et ils ont des tâches à accomplir plus qu'une fonction. Et en dehors de ça, on ne les intéresse pas. Il faut que ça soit interchangeable. En fait, c'est un vrai paradoxe. Les entreprises, donc, il faut que ça soit interchangeable. Et en même temps, les entreprises se plaignent de ne plus avoir les collaborateurs qu'elles méritent. Ouais. Et Alors, encore une fois, ça fait partie du jeu, entre guillemets, du respect mutuel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on respecte les gens restent, sont contents de ce qu'ils font et font le mieux qu'ils peuvent pour l'entreprise. Et alors, on comprend bien, excusez-moi, on comprend bien vos valeurs personnelles, mais comment est-ce que vous les transmettez à vos managers? Parce que vous gérez pas 200 personnes en direct, c'est si, impossible. parce que il y a aussi forcément, euh, à un moment donné, une sorte de rapport de force. Euh, on va dire, j'ai une position qui est celle qui est là. Je ne peux pas non plus dire que on est tous au même niveau euh, d'implication et de pouvoir exiger des gens des résultats. Euh, Demander aux managers, pour moi, euh, d'avoir la même éthique, c'est aussi leur faire comprendre que s'ils n'ont vraiment pas d'éthique, Ils ont rien à faire. ils n'ont rien à faire là. Donc, et Ils sont ça, pas à la ils le bonne place. comprennent, Ouais. ils le comprennent assez vite. Je dirais que chez nous, il y a à peu près personne qui fonctionne comme ça, quoi. D'accord. Il n'y a Oui. pas de croche-patte dans les D'accord. couloirs, quoi. Ok. Sinon, Ouais, ouais. celui qui Le contraire croche-patte, des. même Ouais. si c'est le meilleur du monde, il s'en va, quoi. Donc, en fait, c'est les valeurs humaines, les valeurs humaines, les traits de caractère, c'est le mot que je cherchais. Je traduis en même temps. Ouais. C'est les traits de caractère qui sont prioritaires. Parce qu'en fait, vous vous dites que finalement, les gens, il y a de l'expérience qui va varier en fonction de l'âge en général ou des expériences précédentes. Mais les diplômes, ainsi de suite, ne sont pas si importants. Ce qui compte, c'est la personnalité de Alors, chaque personne, c'est de un chaque peu individu. vrai, mais pas non plus complètement. Ceux qui ont des diplômes ont quand même une valeur ajoutée souvent qui est nécessaire, Bien indispensable sûr, à certaines fonctions. C'est-à-dire que quelqu'un qui a absolument aucun parcours en RH, il peut difficilement oui. gérer une équipe importante au niveau humain. Quelqu'un qui n'a pas de parcours et de diplôme en finance,
et en comptabilité peut difficilement gérer une compta d'un certain Bien niveau. entendu. Voilà. Donc il y a aussi besoin de diplômes, mais pas à tous les échelons d'une entreprise. Il y a aussi des gens qui sont des autodidactes brillants, qui sont capables d'avoir leur contribution à eux. Il y a aussi chacun dans des fonctions qui ne nécessitent pas forcément un diplôme, mais plus des éléments humains euh, qui, qui comptent énormément dans certains jobs, quoi, d'entreprise. Ok. Et dans un monde en fait où le business, les affaires sont de plus en plus globalisées et donc la compétition devient de plus en plus Oui. rude, et comment est-ce que les valeurs éthiques peuvent-elles vous servir de levier en fait? Bah, Vous avez donné un taux, vous avez donné un KPI, un taux très intéressant, c'est celui de la, le nombre de femmes. non, le nombre de femmes, très intéressant. J'avais jamais entendu ça en fait. Et aussi le nombre d'employés, de turnover, Ouais, donc des employés qui restent. Donc ouais, 70% de dames, de femmes, 2 à 3% simplement d'employés qui partent pour diverses raisons. C'est exceptionnel dans une boîte de ouais, 200 personnes. ouais. Donc c'est ça enfin, c'est ça le levier. C'est comme vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez de l'expérience. C'est pas le mot que vous avez utilisé. C'est pas l'expérience. C'est la, vous capitalisez sur l'historique. Non, il y a tout simplement aussi que peut-être que tout bêtement, j'ai décidé de ne pas faire suffisamment de profit parce que Mais vous mettez 14 sociétés en bourse oui, et vous me regardez dans les yeux et vous me dites, j'ai décidé de ne pas faire beaucoup de profit, enfin moins que ce que je pourrais faire. voilà. Alors expliquez, là Bon, c'est c'est magnifique. Un vrai sujet. paradoxe quoi, enfin, c'est un vrai Non, c'est sujet. pas un paradoxe parce que les introductions en bourse, j'étais à l'époque expert comptable, donc conseiller des introductions en bourse. Je me mêlais pas des affaires sociales des entreprises, C'était dans quel mais secteur? Plutôt l'industriel, le tech? C'était plutôt le tech, oui. plutôt la tech, ok. Donc, ces introductions, je les ai faites en tant que consultant pour optimiser la valorisation des entreprises, pour auditer la qualité de leur système comptable et financier, apprécier les chiffres de prévision, etc. Donc, c'est plus technique. Au moment où j'ai fait ça, il n'y avait pas véritablement d'enjeu de personnel. Humain. J'avais une équipe Mhm. euh, qui respectait aussi ces aspects éthiques, mais on était une quinzaine de personnes, c'est pas du tout le même volume. Et, Ça c'était en France, hein, oui. ça. Et déjà, au niveau éthique, c'est l'éthique professionnelle qui est une éthique plus financière de transparence Oui, c'est l'éthique. opérations. Voilà, On a bien vu transparence. des cabinets comptables, des grands cabinets, parmi les grands cabinets que tout le monde connaît, que je ne vais pas citer. On sait très bien qu'il y a eu des embrouilles, Il hein, y a eu des embrouilles, forcément, parce que alors que en fait, ce qu'ils vendent, c'est de l'assurance. Ils vendent de la sécurité et de c'est vrai, l'assurance. c'est vrai, Alors que c'est le paradoxe. c'est Alors vrai, là, du coup, ouais. c'est vrai. Bah, écoutez, ça fait partie des grands sujets de l'audit et du conseil. C'est qu'à un moment donné, il y a un rapport de force entre le volume d'honoraires et, et, euh, et l'éthique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est associé d'un grand groupe de consultants peut d'abord peut se tromper, Mhm. peut ne rien voir, parce qu'il y a une créativité dans les entreprises qui est parfois nettement supérieure à l'intelligence de certains associés, même la plupart des associés. Et je veux le dire clairement, parce que comme j'ai traversé ce métier assez longtemps, on peut se faire berner. Heureusement, j'ai pas eu ce cas à connaître. La deuxième chose, c'est que même si on ne s'est pas berné, on est très embêté quand le client pèse 1 million d'honoraires par an, ou 10, et qu'il n'a pas très envie de passer une écriture comptable parce que ça va changer le bilan et la valeur de l'entreprise. J'ai quelques exemples évidemment. Heureusement, je n'étais pas moi
en charge de ces dossiers, mais je les ai vus d'assez près. C'est très très troublant. C'est difficile. Je ne pourrai jamais écrire quelque chose sur certains sujets que j'ai réellement connus, encore une fois, en n'étant pas impliqué dans ces dossiers, heureusement. Mais je peux vous dire qu'il y a des entreprises importantes en France et ailleurs dans le monde qui arrivent à des résultats qui leur conviennent parce que je dirais le conseil n'a pas les moyens de perdre un client. Client de cette taille-là, Voilà. ouais. Donc c'est une question d'intérêt, toujours Voilà. la même chose. Donc encore une fois, il y a toujours un problème éthique, mais de façon générale, on va dire honnêtement, même ça c'est assez rare, voire très rare. Ce que j'ai vu moi, c'est plutôt des grands cabinets qui ont une éthique absolue. Voilà, donc c'est ceux avec qui j'ai pu travailler. Il y en a quand même un là qui est dans l'œil du cyclone, hein, un des Big Four. Qui Ah est, oui, j'ai ouais. pas entendu. Ouais, C'est qui? Je ne vais pas dire. Bon, tu me diras. Hors Tu me antenne. diras. Ouais. Hors antenne. Ouais, j'ai pas entendu. Mm. D'accord. Et selon vous, donc vous avez 14 sociétés mises en bourse en France. Alors sur quel marché déjà? Français, et une qui est rentrée aussi au Nasdaq en même temps que la France. Donc très En tech. double Ok. listing. Double listing. Ouais. Ok. Et donc les entreprises, j'allais dire les gens, bon, vous aviez une expertise, hein, ça c'est clair, au bout de 14 sociétés. Vous avez été racheté par un de ces Big Four, un de ces grands cabinets comptables. Mais est-ce que la partie éthique, justement, était importante dans le choix lorsqu'ils venaient vous voir? Parce que vous aviez les dirigeants en face de vous. Oui. Donc, Ah ben complètement. Mais il y avait plus que la partie éthique. La partie éthique, elle est bien parce que répartie. ça se ressent. Non. José, ça se ressent. Quand je suis venu vous voir, je ne vous connaissais pas, il y a quelques semaines, je rentre dans votre... Vous avez le bureau, c'est un petit bureau, tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas de tableau de maître, il n'y a pas de fauteuil en cuir, il y a un petit bureau, un petit ordinateur, Ouais. il n'y a pas de grands écrans, il n'y a pas tout comment on dit en français, je ne sais pas, tout show-off. le show-off, l'apparat qui peut y avoir, auquel on pourrait s'attendre. Oui. Moi, j'ai travaillé avec des boîtes à Tel Aviv, des startups, machin, où c'était tout le contraire, mais ils étaient 15 et il n'y avait pas grand-chose. Honnêtement, dans le modèle économique, même dans les gens, il n'y avait pas grand-chose. Là, c'est tout le contraire, en fait. Non. Alors, il faut être clair. Les Big Four, pour être honnête, ont un degré d'éthique exceptionnel. Même si un jour, il y a un trou parce qu'il y a eu une affaire, mais une affaire sur des milliers, des dizaines de milliers de dossiers. C'est pas juste d'une certaine manière qu'on s'acharne sur le Big Four en question parce que il y a un associé qui s'est planté, qui n'a pas vu un truc. C'est les médias aussi qui reprennent. Voilà. Et les médias vont aller se régaler parce qu'en plus le client en question c'est un étabblement public et qu'on a envie de faire. Je pense à l'affaire Elron, hein, en l'occurrence. Oui, c'est sur Andersen qui est effectivement qui a fait beaucoup de bruit, mais l'affaire Enron, c'est un associé qui n'a pas vu des choses, mais ceci étant, dans le monde de la finance, pas de la compta ni de l'audit, mais dans le monde de la finance, je peux dire qu'il y a des gens qui font des opérations sur le marché qui ne sont pas très cachères. Hein. Donc, non. Alors, juste pour la parenthèse, c'est quand on dit cachère, c'est les lois de nourriture, comme ça qu'on dit, nourriture dans le judaïsme. Mais aux États-Unis, c'est kosher business. Il est droit dans ses affaires. C'est-à-dire on peut lui faire confiance. Voilà, quand on dit d'un homme aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon, on dit il est kosher. C'est souvent des non-juifs qui parlent comme ça. C'est-à-dire on dit tu peux y aller. Tu peux y aller parce qu'il va pas te... C'est un homme d'affaires et il est droit dans ses baskets. C'est très important. Voilà. Ouais, absolument. Donc moi, quand j'avais choisi plus les rapports que j'avais eus avec les dirigeants de ces maisons et j'ai choisi la maison qui m'avait le plus séduit au niveau humain. Expliquez. Ça veut dire que quand j'ai rencontré les dirigeants, il y avait
un FIT qui a Vous été parlez de votre passé. premier dossier pour Non, l'introduction? non, non, non. Je parle de quand j'ai cédé mon Ah oui, activité. d'accord, ok. Quand vous avez Voilà. cédé votre activité. À un Big Four, j'avais les quatre qui étaient intéressés. Donc Ouais. j'ai choisi. C'est moi qui ai choisi en fait. C'est pas eux. En fonction du rapport humain. Oui. Ouais, intéressant. Donc c'était. Il m'est arrivé une expérience un peu similaire, mais dans un autre cas de figure. Euh, on va bientôt terminer. Oui. Selon vous, on va essayer de se projeter. L'intelligence artificielle est en train de débarquer. La plupart des gens que j'ai pu rencontrer, soit c'est pour faire des recettes de cuisine, soit en fait, elle fait peur. Elle fait peur, il y a des raisons à ça. C'est pas totalement. Il faut faire attention. Effectivement. Maintenant, la question, dans les grands défis éthiques auxquels les entreprises vont être confrontées, que ce soit des PME, voire des TPE, je pense que ça va les booster si elles savent l'utiliser. Toutes petites entreprises, je pense que les PME vont être confrontées, mais c'est surtout, à mon avis, les grandes entreprises qui vont tout de suite aborder le problème. Euh, qu'est-ce que je sais que par exemple que 30% du code informatique de Google aujourd'hui est produit par leur AI. 30% du code, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de moins de développeurs concrètement. Et plus ça va aller, plus ça va augmenter. Quels sont les grands défis éthiques auxquels les entreprises modernes vont être confrontées? Et d'après vous, comment les valeurs éthiques juives, ou les valeurs éthiques, pourraient-elles offrir des solutions? C'est une question un peu compliquée. C'est une question extrêmement compliquée. D'abord parce qu'on n'a absolument aucun recul. D'abord, je pense que l'IA ne va pas résoudre beaucoup de problèmes. Notamment, l'IA ne va pas résoudre tous les problèmes du commerce, de la relation humaine d'un client avec son fournisseur. Tant qu'il n'y aura pas de contact. Déjà aujourd'hui, quand on me dit tu vas signer un contrat en visio, moi je veux bien me signer parce que c'est moi qui attend qu'un autre me signe de l'autre côté, mais de l'autre côté, un type va vouloir me rencontrer en général. On est... l'IA, c'est la même chose. Je pense que s'il n'y a pas un contact humain, on ne peut pas dématérialiser à ce point la relation humaine. Donc toute la partie commerciale des choses, pendant encore très longtemps, ne peut pas s'inscrire dans un schéma, j'appuie un bouton et voilà mes conditions, voilà mon niveau, comment on va embaucher quelqu'un qui a un CV simplement. Quand on sait... Ça existe déjà. Moi, j'ai testé des IA, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, j'ai testé des IA qui s'occupaient de recrutement. Oui, mais après, on arrive à quelqu'un qui rentre dans l'entreprise et qui est incompétent. Pas forcément, mais c'est en tout cas quelqu'un qui est capable de sortir en un clic. C'est la même chose, quoi. Voilà. Ça veut dire... Donc, moi, zéro rapport humain, ça veut dire qu'il n'y a rien. Sur un certain nombre de fonctions, j'y crois pas. Sur d'autres fonctions répétitives, c'est un grand danger. Okay. C'est-à-dire que si on prend la comptabilité, par exemple, si on prend des métiers récurrents dans lesquels il y a vraiment une part de service répétitif et sans un background important des individus, là, il va y avoir à recaser un nombre de personnes importantes. Alors, les recaser où? C'est ça le problème. C'est ça, on va avoir un vrai souci. On va avoir un vrai souci. Donc il y a si vous voulez, d'abord, le secteur primaire et secondaire, il n'y aura pas de changement notable. D'accord. Vous aurez toujours besoin d'un plombier, d'un climatisateur. Sur le tertiaire, il y a les cracks seront jamais remplacés par l'IA, à mon sens. Ouais. Mais ça, ils ne pèsent pas très lourd en nombre de personnes. Ouais. Et des gens qui font des opérations répétitives, mixtes un peu. Mais ceux qui font des opérations purement répétitives vont être progressivement largués avec une obligation de se reformer sur des nouveaux métiers, sur des nouvelles techniques, sur je ne sais pas encore aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que
quand on fait une tâche répétitive, on parlait tout à l'heure avec une personne de ce sujet-là, si on enseigne, si on forme les personnes à pouvoir questionner l'IA de manière à optimiser les réponses, on va garder la personne parce qu'elle ne va pas faire de la comptabilité, elle va orchestrer de la comptabilité. Donc, disons qu'on va réduire le gap, mais il me semble absolument impossible d'empêcher cette évolution-là. Pour moi, on est dans la 5e révolution industrielle, donc il faut y passer, mais il vaut mieux la préparer, quoi. Mais bon, c'est sûr que le choix, si vous voulez, pour l'instant, moi, mon choix, il est clair, c'est que dans mon métier, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, dans mon métier, j'ai décidé de ne pas mettre d'IA, alors que je pourrais parfaitement le faire, pendant au moins un moment, jusqu'à ce que véritablement, peut-être la concurrence soit tellement difficile que je préfère préserver une partie des gens avec moi que de risquer que le bateau coule, voilà. Bien sûr. Voilà, mais c'est un avenir qui est sombre. Et c'est un vrai sujet, ouais. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Écoutez, José, encore une fois, merci d'avoir participé à ce podcast. Et merci aux auditeurs qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée. Et comme à mon habitude, que Dieu vous bénisse.